Un capteur de rêve, bien, le nom le dit, ça attrape les rêves. Vous savez, les communautés autochtones, c'est vraiment un peuple de tradition orale. Donc, depuis la nuit des temps, les histoires se racontent et se racontent. Donc, moi, ce que je vais vous raconter pour le capteur de rêve aujourd'hui, c'est vraiment inspiré de la nation Ojibwe. Ojibwe, d'où les Algonquins viennent, entre autres, là, mais vraiment, il y a des centaines d'années. Donc, le capteur de rêve, en fait, c'est vraiment pour aider à bien dormir, à filtrer les rêves. Donc, les bons rêves passent au travers et descendent ici. Et les mauvais rêves, eux, restent pris dans la toile. C'est la toile d'araignée, dans le fond. C'est comme un filtre à rêve. Donc, le capteur de rêve, ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir le suspendre et d'avoir des rayons du soleil, comme ici. Et ici, on a une petite pierre au centre. C'est vraiment cette pierre-là qui fait toute la magie. Donc, quand le mauvais rêve reste pris dans la toile, au petit matin, les rayons du soleil viennent brûler le rêve qui reste pris là-dedans, dans la petite pierre. Donc, c'est important. Puis si jamais le mauvais rêve, il passe au travers, il faut juste lui donner une petite tape. Comme ça, il se réveille, puis le lendemain matin, normalement, ça fonctionne. Donc, les bons rêves descendent dans les plumes. Puis, c'est vraiment important, quand on place un capteur de rêve comme ça, c'est de le mettre proche d'un lit. Normalement, c'est les enfants qui ont besoin des capteurs de rêve, souvent les adultes aussi, mais là, on va se résumer aux enfants. C'est vraiment un outil qui a été développé, amélioré, transmis de mère en fille, souvent. Chez les Ojibwe, c'était comme ça, les Algonquins aussi. J'ai pu recevoir cet enseignement-là avec mes tantes, parce que ma mère est décédée, moi, très jeune, et j'ai pas eu la chance d'avoir ces enseignements-là, surtout, bon, qu'elle avait été dans les pensionnats et tout ça, donc c'est quelque chose qu'ils ne voulaient pas nécessairement que les gens transmettent à leurs enfants. Donc nous, en tout cas, moi, je trouvais ça important quand j'ai entendu parler des capteurs de rêve, parce que je l'ai appris un petit peu sur le tard, c'est d'avoir la possibilité d'apprendre à en faire, mais aussi après ça, de le transmettre à mes enfants. Donc, c'est Noémie qui est la tisseuse, l'araignée en chef de la famille. Elle fait des très beaux capteurs, donc... Je voulais juste ajouter à ça une histoire avec ma grand-mère, dans le fond. Et elle aime vraiment beaucoup rire des gens, en fait, des fois, en général. C'est une petite coquine. Puis, en fait, les capteurs de rêve, souvent, les personnes les utilisent comme des décorations. Puis, il y a beaucoup de monde qui les accroche comme sur leur rétroviseur de voiture. Puis, à chaque fois, elle rit. Puis, à chaque fois, parce que dans le fond, moi, je fais souvent des commissions avec elle. Puis, à chaque fois qu'on en croise, à part à rire, parce qu'avec ses sœurs, à chaque fois, ils disaient comme c'est pas au volant de ta voiture qu'il faut que tu dormes. Pour nous, les capteurs de rêve, c'est comme ça a une autre, c'est vraiment comme plus au niveau culturel. De un, normalement, c'est plus des affaires qu'on donne ou qu'on fabrique nous-mêmes. Puis des capteurs de rêve, pour que ça fonctionne, en théorie, on est censé les brûler. Une fois que son utilisation a été faite, pour vraiment se débarrasser de toutes les mauvaises énergies, tous les mauvais rêves et tout, c'est vrai que le soleil, normalement, brûle la petite pierre, puis là, que ça a son efficacité, mais normalement, une fois que, je sais pas, moi, je pourrais l'utiliser pour j'ai des mauvaises énergies, je sais pas, j'ai un gros examen, j'ai, je sais pas, là, quelque chose dans ma vie qui se passe vraiment mal, bien, si je voudrais vraiment m'en débarrasser, il faudrait que je le brûle. Donc moi, j'ai commencé à faire des capteurs de rêve, je vous dirais, ça fait une bonne vingtaine d'années. Je travaillais avec des détenus à l'époque, et c'est des activités qu'on faisait avec eux pour les aider à canaliser, à apprendre sur leur propre culture. Donc, en même temps que moi, je me réappropriais ma culture, bien, ça m'a permis de la partager aussi avec des gens qui en avaient peut-être un peu plus besoin que moi là, à cette époque-là. Donc, c'est quelque chose que je trouve que c'est un enseignement qui dure toute la vie. Prendre soin de soi, prendre soin des autres. Dans la culture aussi, moi, je fais beaucoup un parallèle avec le côté qui est peut-être un peu traditionnel aussi, c'est la roue de médecine. Donc, la roue de médecine va toujours chercher à avoir un équilibre. Donc, le capteur de rêve, il est rond. Donc, c'est vraiment
circulaire, donc c'est important pour les Autochtones d'avoir cet équilibre-là. Donc, dans un capteur de rêve, on va utiliser 4 couleurs. Là, je reviens avec le capteur, mais il y a toujours le blanc, le noir, le jaune et le rouge qui ont toutes une signification aussi. Donc, dans la roue de médecine que je vous ai apportée ici, vous allez avoir le blanc qui va représenter le nord, ici. Vous allez avoir le jaune qui va représenter l'est. Vous allez avoir le sud qui va être rouge et vous allez avoir l'ouest qui est en noir. Mais c'est les 4 saisons. Donc, c'est important de connaître, de savoir que tu sois un enfant ou un adulte, que dans la vie, là, la spiritualité, c'est ça, c'est de garder un équilibre. Moi, c'est pour ça que dans les capteurs de rêve, j'utilise toujours les 4 couleurs que je viens de vous parler. Cependant, quand on travaille avec des enfants, on peut leur faire des couleurs parce que pour les enfants, capteurs de rêve, il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas qu'ils arrêtent de rêver. Il faut qu'ils demeurent créatifs. Donc, on peut leur offrir aussi de faire à leur guise, là, quelle couleur ils préfèrent. Moi, j'aime beaucoup utiliser le bois. Pour les adultes, j'aime beaucoup, oui, on garde les couleurs, mais j'aime ça aussi garder le plus de fibres naturelles pour faire des capteurs. Donc ça, ici, c'est de l'aune qui a été séchée, que j'arrête sur le bord de l'autoroute des fois, puis je vais ramasser. Puis là, je les attache, puis là, ça sèche chez nous. J'adore ça parce que c'est vraiment pris dans la nature. Donc, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est important. Vous pouvez en avoir qui sont faits en métal, comme un genre de métal comme ça. Puis on met du cuir là, tout le tour pour vraiment que le tour soit tout en cuir. Moi, c'est pas ma façon préférée de le faire. J'aime mieux garder le cuir pour faire les lanières, comme ça ici. Comme celui-là, c'est du chevreuil, mais j'ai aussi un cuir d'orignal, dépendamment là, de ce que je trouve. Là, puis ça, je les achète. Là. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'aller chasser. Mais mon grand-père a été un artisan et ma grand-mère. Fait que ça vient peut-être d'eux. J'aimerais ça que le monde s'intéresse plus à la culture autochtone parce que c'est une culture qui est riche, c'est une culture qui est généreuse aussi. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore, puis il y a beaucoup de choses qu'on devrait... Pour les comprendre, bien, pour nous comprendre aussi, je pense que il y a un travail de société, mais je pense que ça passe par les jeunes. Ça, c'est une activité normalement qu'on fait pour les enfants. Puis je trouve que pour enlever les préjugés dans une société, je pense qu'il faut que ça passe par l'éducation. Puis j'espère aussi que, moi, j'ai un papa blanc, puis j'ai une maman autochtone. J'espère que les personnes, mettons, qui sont comme moi aussi, ils se sentent fiers. Parce que moi, je suis fière. Ouais.